La Saint-Valentin est considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour. Aujourd'hui, sur le plateau d'African Woman 2.0, nous dérogeons un peu à la règle en invitant le coach de vie Jean-François Yoman qui va nous parler de relations amoureuses. La Saint-Valentin est traditionnellement la fête des amoureux, un jour spécial durant lequel les couples se prouvent leur amour par le biais de petites attentions. Alors qui de mieux, en cette veille du 14 février, pour nous livrer les clés pour pouvoir se rapprocher de son partenaire et faire brûler plus intensément les flammes de l'amour que le coach de vie et expert en relations matrimoniales, Jean-François Yoman. Jean-François démarre sa carrière en 2006 par le training et le coaching de personnalités ecclésiastiques, politiques et artistiques en Côte d'Ivoire. Depuis 2013, il s'ouvre au grand public pour des coachings personnels à travers sa rubrique École de la vie et ensuite dans la rubrique Coaching diffusée sur les antennes de la RTI. Il est aussi consultant sur plusieurs chaînes de TV et radio à travers le pays. En 2018, il se spécialise en coaching éthique d'entreprise et d'équipe en vue de les accompagner pour atteindre de façon optimale leurs objectifs et leurs désirs de performance. Bonjour Jean-François. Bonjour Issata. Merci d'être avec nous sur le plateau d'African Woman 2.0 aujourd'hui. Merci, c'est un privilège en tout cas pour moi. Un plateau déjà vu, déjà épié et puis aujourd'hui j'ai le privilège d'y être. C'est vraiment un honneur pour moi. Voilà. Et on déroge à la règle aujourd'hui un peu puisqu'on fait appel à un homme. D'habitude ce sont que des femmes puisque c'est African Woman. Et aujourd'hui on est dans African Man. Mais je te place dans la confidence. Moi je suis un natif du 8 mars. Donc 8 mars égale Journée internationale de la femme. Donc je pense que les dieux ont fait une sorte de privilège pour moi d'être dans un plateau qui est consacré aux femmes. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, vraiment, le hasard fait bien les choses. Donc tu devais absolument être sur notre plateau. Oui, absolument. Tu es coach de vie. Et donc, qu'est-ce qui t'a emmené à rentrer justement dans ce secteur de coaching? Je dirais 17 ans après, aujourd'hui, avec un peu de recul, je peux dire il y avait peut-être un mix de beaucoup de choses. Premièrement, ça va être peut-être un appel. Aujourd'hui, je peux dire avec beaucoup de recul, c'était sûrement un appel, c'était une vocation. Parce qu'à la base, pour faire ce type de métier, de coach, il faut des prédispositions. Prédispositions à l'écoute, écoute active, ne pas s'ennuyer à écouter des personnes, avoir donc aussi de l'empathie, donc vouloir vraiment être dans une dynamique où on veut aider vraiment des personnes à s'améliorer. Et puis, peut-être aussi un mix de l'environnement familial. En tout cas, moi, j'ai eu la chance d'être dans un environnement familial assez stable, donc qui a été déjà, dès l'enfance, un modèle de projection pour moi. J'ai toujours dit, j'ai toujours eu envie d'avoir un couple aussi stable que celui de mon père et de ma mère qui frôle les 50 ans de vie commune maintenant. Donc ça, c'est vraiment aussi des bases qui sont assez intéressantes. Et puis, le concours de circonstances. À la base, je suis juriste. Et je me retrouve accompagné des personnes sur le volet juridique. C'est vrai que là aussi, il y avait un peu de conseils, mais c'était beaucoup plus pour moi comprendre en fait les raisons fondamentales qui peuvent amener deux personnes à ne plus s'entendre, à ne plus vouloir quelque chose qu'ils ou elles ont désiré au début. Donc, j'étais vraiment beaucoup plus dans cette perspective-là. Et puis voilà, je crois que ça a été une révélation parce que je crois qu'à un moment donné, ma boss à qui je fais un coucou, qui me reconnaîtra, a dit, écoute, je pense que tu n'es pas fait vraiment pour ça. C'est peut-être quelque chose comme conseiller matrimonial ou quelque chose comme ça. Alors, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais ok, qu'est-ce que je fais ici? Donc voilà, je vais prendre justement ce chemin vers le conseil matrimonial. Donc oui, mes premières certifications ou mes premières formations, c'était vraiment en conseil matrimonial. Après, donc, le conseil matrimonial, la relation d'aide. Et puis, c'est sur le chemin, autour de 2004-2005, je vais découvrir le coaching dans sa version actuelle. Et là, je vais plus démordre parce que je vais vraiment trouver ce dans quoi je m'épanouis vraiment, ce pourquoi, en fait, je pense que je suis fait. Et voilà, je pense que c'est un peu ça l'histoire derrière
le coaching voilà, pour les familles et pour la parentalité et tout ça. Et donc, depuis 2004, tu fais ça. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois plus de femmes, d'hommes, de couples qui viennent te voir en général, qui te sollicitent? Oh oui, beaucoup plus de femmes. Dans l'Afrique traditionnelle et de façon générale, je dirais ça, peut-être je vais m'attirer les foudres des hommes encore sur la tête, mais la femme a beaucoup plus la responsabilité finalement de la stabilité du couple. Je ne dis pas la responsabilité du quotidien, la responsabilité de comment on mange. Et donc, oui, les femmes vont être en première ligne sur tout ce qui concerne le développement personnel de leur couple, stabilité de leur couple, harmonie conjugale, besoin d'écoute, parce qu'ayant essayé de mille et une manières et n'ayant pas trouvé la solution, donc vont venir. Et puis, depuis quelques années, je vais dire que peut-être depuis les années 2010, depuis au moins une décennie, on voit vraiment beaucoup plus d'hommes qui vont prendre le lead justement sur ces accompagnements-là. Et puis en troisième position, le couple lui-même. C'est-à-dire tous les deux, ils décident de venir faire un accompagnement. Et puis peut-être depuis quelques 5-6 ans maintenant, ce qu'on constate, c'est vraiment des couples très jeunes qui veulent se mettre ensemble et qui voient la nécessité d'être proactifs. Donc, de vraiment réfléchir sur comment faire pour réussir à mettre en place un couple qui tienne dans le temps. Donc, voilà. Et ça marche généralement quand les gens viennent chercher cet accompagnement. Est-ce qu'ils arrivent à faire marcher leur couple? Est-ce que ça va mieux après des séances? Comme dans tout accompagnement, il y a un triptyque sur lequel doit reposer tout accompagnement. D'abord, de la volonté. Parce que quand on vient pour voir un coach ou pour voir un médecin ou pour voir n'importe quelle personne qui est dans la relation d'aide, il faut avoir de la volonté parce que c'est un cheminement qui peut prendre du temps. La deuxième chose fondamentale, c'est vraiment la détermination. Parce qu'on peut avoir de la volonté de faire une chose et puis ne pas être déterminé, donc ne pas vouloir aller jusqu'au bout. Donc, deuxième chose, la détermination. Et puis, je crois la troisième chose, c'est être vrai. Être vrai, parce qu'à un moment donné, il va falloir dire les vraies choses, poser les vrais problèmes pour que la solution puisse arriver derrière. Et comme en coaching, nous faisons reposer l'accompagnement sur notre process, donc le coach, il est responsable des moyens, et les personnes coachées sont responsables du résultat. Donc, on va vraiment, à partir d'un processus qu'on va mettre en place, aider le couple qui vient nous voir à aller vers sa solution. C'est d'abord une bonne création de liens et ça, c'est très important. Il faut mettre en confiance les personnes qui viennent vous rencontrer et qu'elles sentent en fait qu'elles ont en face d'elles-mêmes quelqu'un qui pourrait éventuellement les aider. Après ce processus-là, c'est de déterminer un objectif. Pourquoi vous êtes venu en séance? Quel est le vrai besoin de votre couple? Derrière le problème, quel est le besoin? Ça, c'est très, très important de détacher ces deux choses. Après, c'est d'évaluer la situation. Qu'est-ce que vous avez déjà essayé de faire? Qui êtes-vous déjà allé voir? Et pourquoi ça n'a pas marché? Et à partir de là, c'est de voir des options. Qu'êtes-vous prêt ou prête aujourd'hui à essayer de faire pour que ça marche? Après, derrière, c'est de les pousser à la décision. Parce que sans décision véritable, on ne peut pas avoir de changement, on ne peut pas avoir d'impactation réelle sur une situation. Après, on va leur définir un plan d'action ensemble sur lequel on va accompagner le couple et on est autour parfois de processus dans lesquels on va être dans un taux de réussite autour de 90%. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'au fil de ces différentes séances-là, on va montrer au couple toutes les ressources à leur disposition s'ils le veulent pour réussir. Donc après, c'est si on n'a pas la volonté et nous, on considère en coaching que quand on arrive à cette étape, c'est quand même un succès. Parce que la personne s'est rendue compte qu'elle ne veut pas. Voilà. Elle n'est pas obligée de se maintenir dans quelque chose qui n'est pas finalement quelque chose qui soit bienfaisant en fait pour sa vie et pour son épanouissement. Après, on a des personnes qui peuvent commencer et puis ne pas voir la nécessité d'aller jusqu'au bout parce que la décision de ne pas aller jusqu'au bout était déjà prise depuis le départ. Et puis, on a des processus aussi dans lesquels, finalement, les personnes se rendent compte en fait que il n'y avait pas de problème à la base. C'était peut-être juste une incompréhension, c'était peut-être juste un problème d'ego ou juste parce que l'autre ne se sentait pas prise vraiment en compte. Donc oui, ça fait vraiment plaisir de se rendre compte qu'avec ces accompagnements-là, on réussit vraiment à aider pas mal de personnes à atteindre leurs objectifs de stabilité de couple. Ouais.
Et qu'est-ce que tu vois le plus quand les couples viennent te voir, les femmes, les hommes? Quel est le problème en fait qui revient, qui est le plus récurrent? Qu'elles ne sont pas écoutées, qu'elles ne sont pas prises en compte. On a beaucoup plus de problèmes de communication dans le couple. C'est vraiment beaucoup plus ça, problème d'attention. On a aussi des problèmes de négligence, mais qui peuvent partir de négligences basiques, banales, jusqu'à des négligences beaucoup plus importantes. Quand je parle de problèmes de négligence, ça peut partir, mais vraiment sur des problèmes d'hygiène corporelle. Ah oui. Par exemple, du conjoint. Du conjoint. Il se lave pas, il n'est pas propre dans la maison. Ou elle n'est pas propre. Donc, ça peut partir d'hygiène corporelle à l'hygiène de l'environnement lui-même, dans lequel l'on vit des problèmes donc de désordre. Ça peut être des problèmes liés également à la tromperie, à l'infidélité. Ces petits éternels problèmes, ok, de la tromperie, de l'infidélité, du mensonge, ok, des cachotteries dans le couple. Il ne m'a pas dit son salaire, il me cache ses investissements. Il y a des problèmes aussi qui sont très souvent liés à la gestion de la belle famille. Une belle famille omniprésente, trop présente ou gênante parfois dans l'occupation qu'elle va vouloir prendre au sein du couple. Donc on a des problèmes de tous ordres, des problèmes du quotidien liés à l'éducation des enfants. Je veux que les enfants fassent telle école, non moi je veux pas. Dans la manière d'éduquer, je veux qu'on soit plus rigide, non je veux qu'on soit plus souple. Oui, donc on a tous ces problèmes-là qui vont partir du couple lui-même, de l'environnement du couple, de la famille et de la parentalité. Donc on a tout un univers, tout un écosystème autour de la famille qui parfois n'est pas évident. On vit dans un monde qui est en perpétuel mouvement et parfois c'est pas évident de suivre ce mouvement-là. Donc il y a pas mal de réalités liées à l'arrière-plan de chacun d'entre nous, liées aux nouvelles technologies de la communication et de l'information, avec l'apparition d'Internet et du téléphone. Beaucoup de couples aujourd'hui ont des problèmes de ce type-là, que des couples, il y a 30 ans en arrière, n'avaient pas, parce qu'il n'y avait qu'un seul téléphone dans l'angle de la maison avec un gros annuaire téléphonique et tout ça. Donc oui, aujourd'hui, le téléphone portable est l'une des causes de déchirement dans les couples, en fait. Voilà, donc je dis souvent que le téléphone portable, dans sa version actuelle, nous éloigne de ceux qui sont proches et nous rapproche de ceux qui sont loin. On parlait justement des problèmes de fidélité. En Afrique, tout le monde connaît le deuxième bureau, la maîtresse. Est-ce que ça, c'est un problème qui revient souvent et est-ce que ça empêche parfois les... Parce qu'il y a des femmes qui acceptent aussi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on accepte finalement? Non, quelque chose qu'on peut subir parce on pense ne pas avoir d'alternative par rapport à cela. Et puis, le problème, il n'est pas seulement lié à l'Afrique. C'est un problème universel. Bon, mais en fait, dans notre réalité, je parlais de l'appellation du deuxième bureau qui est typiquement africaine. Et dans cette conception-là, c'est-à-dire que quand on accepte l'idée que ce soit normal, parce que c'est un deuxième bureau, c'est un bureau quand même. Donc c'est l'idée aussi que parfois, on est dans un contexte dans lequel on va essayer de consacrer en fait cette polygamie qui ne dit pas son nom, parce que ce n'est pas fait dans les règles de l'art, ce n'est pas accepté en réalité par l'épouse. Si on veut dans une dynamique de prendre une deuxième femme, je pense que si on est dans le principe de la polygamie, il y a une démarche, il faut rencontrer l'épouse, il faut lui faire accepter l'idée et ensuite que la coépouse soit connue d'elle, etc. Donc en fait, là, on n'est pas dans ce schéma. On est dans un schéma complètement différent, donc on parle vraiment de maîtresse, donc de cette femme en dehors donc, du couple qui va jouer un rôle dans la vie de cet homme ou aussi d'un amant, parce que dans les deux cas, ça existe. Hein. Il faut être équilibré dans le propos pour dire qu'aujourd'hui, par exemple, selon une étude qui a été menée par une revue scientifique de la place, le pays au monde où le taux d'infidélité est le plus élevé est le Nigeria. Et petite confidence que je te dis à l'oreille, ce sont les femmes qui sont les plus infidèles. Donc, il faut varier la tendance. Est-ce que c'est lié au nombre aussi de la population aussi, une des populations les plus élevées en Afrique? Est-ce que parce qu'on a beaucoup de personnes, donc forcément, on a beaucoup de femmes qui vont tromper? Bon, quelqu'un disait, je pense, dans une interview, qu'on fait finalement avec qui les hommes ils trompent, avec les femmes. Donc, le problème revient. Mais pour tout te dire, en réalité, sur cette séquence-là, il y a une vraie difficulté. Il y a une vraie difficulté parce que quand on regarde les raisons qui vont
entre guillemets, soutenir en fait le fait pour ces personnes-là d'aller vers d'autres femmes. Pour les hommes en général, c'est le manque d'attention. Voilà. Il a l'impression de ne plus avoir l'attention de son épouse. Manque de respect, il ne se sent plus respecté, il ne se sent plus entre guillemets le chef, il ne se sent plus pris dans cette perspective-là. Troisième raison, c'est vraiment aussi lié finalement au fait qu'il va trouver que l'épouse ne prend pas suffisamment soin d'elle-même, a cessé d'être séduisante, attirante. Quatrième raison qui va être évoquée, ça va être lié par exemple à un environnement dans lequel il y a trop de responsabilités. Donc finalement, le trop plein de responsabilités va enlever en fait le côté romantique de la relation, le côté libidinal finalement de la relation. Donc quand on regarde ces causes-là, on peut alors comprendre et traiter efficacement le problème de l'infidélité. Parce qu'après, il va falloir que celui qui a été victime d'infidélité comprenne qu'est-ce qui a bien pu pousser l'autre après sa colère, après son déni, après tout ce qu'on veut. Mais il faut prendre parfois du temps de recul et réfléchir vraiment aux causes profondes. Oui, ce qu'il a fait n'est pas bien, on est d'accord. Mais qu'est-ce qui a bien pu l'amener à cela? Et comment corriger cela, si c'est possible, pour retrouver une harmonie? Parce que oui, on peut être un couple très heureux, très stable et qui se relance après une infidélité. L'infidélité peut être reconstruite, le couple peut être rebâti parce que chacun aura pris la pleine mesure de ce qu'il n'a pas fait ou de ce qu'il a fait et qui a créé le problème. Donc une fois qu'on prendra nos responsabilités par rapport à cela, je pense que le problème pourra être réglé. Par contre, il faut noter qu'il y a des personnes qui vont tromper ou qui vont commettre une infidélité sans raison véritable qui justifie cela. Parce qu'il y a des coureurs, il y a des hommes qui sont juste en fait dans cet instinct de chasse en réalité. Et puis il y a des insatiables, ok? Il y a des personnes qui vont avoir un problème avec la gestion de leurs instincts sexuels, qui n'ont donc pas la capacité de se maîtriser en face du sexe opposé. Donc c'est vraiment lié à leur développement personnel et ce n'est pas lié au fait que la femme ne fasse pas quelque chose de précis. Donc voilà, cette réalité-là qu'on a en accompagnement et qui parfois, j'avoue, n'est pas facile à gérer. Ouais. Mais est-ce que tu penses fondamentalement, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui disent, est-ce que l'homme, la femme, est-ce qu'on doit être monogame en fait, en réalité? Après, si on veut penser comme ça, on va se rendre compte que l'homme aussi, est-ce qu'il doit travailler? Parce qu'on n'a pas envie de travailler aussi. Après, si on pense ça, est-ce que quand on travaille, on doit être à la limite, à la hauteur de la rémunération? Je pense qu'il y a une partie quand même de l'homme qui est dans la discipline en fait, qui est dans le fait d'assumer ses choix et ses responsabilités. Et je pense que si on va dans cette logique de se dire, est-ce que finalement la monogamie, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour nous, on laisse libre cours en fait, malheureusement, à toutes sortes de travers arriver. Je pense que quand on fait un choix d'être avec une personne, il y a l'amour d'une part et l'engagement d'autre part. L'amour, il fluctue. D'ailleurs, Aïssata, tu te réveilles un matin et tu n'es même pas de bonne humeur. C'est-à-dire que tu n'es même pas contente de toi-même. A fortiori, être contente tous les jours de quelqu'un d'autre. Donc oui, l'amour peut fluctuer. Mais ce qui donne de l'équilibre à l'amour, c'est l'engagement qu'on a pris. C'est sa parole donnée. Donc il y a cette dimension de la parole donnée à une personne. Donc même quand ça ne fonctionne pas, même quand il y a des difficultés, il faut se souvenir qu'on a donné sa parole à une personne et ça ne dépend même plus finalement de la personne. Ça dépend aussi de la valeur que je me donne. Voilà. Maintenant, il peut arriver à un moment de notre parcours, parce qu'on n'est pas quand même des surhommes, on n'est pas des anges, on est des êtres humains avec des faiblesses, avec des moments d'égarement, avec des moments d'écart. Ça peut arriver. L'idée, ce n'est pas d'institutionnaliser une erreur que l'on commet. Parce que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la plupart des raisons qui vont conduire vers on va dire, ce type de relation extra-conjugale, c'est un manque. À la base, ça part d'un manque. Sinon, quelqu'un qui est heureux, épanoui, qui a tout dans son couple et qui part quand même, il a un problème aussi. Donc, il n'y a rien qui justifie ça. Donc, derrière, après, est-ce que si j'ai des prédispositions pour être polygame, est-ce que je le ressens? À quel moment je le ressens?
À quel moment je sens que je suis fait pour être polygame? Et comment je sais que je suis fait pour être polygame? Après, ça va être très sociologique, très psychologique, mais je pars du principe que si à la base, vous ne vous êtes pas entendu entre partenaires sur les possibilités pour votre couple d'opter pour ce choix-là, je pense qu'à un moment donné, ça peut être malsain de contraindre la partenaire ou le partenaire en face de vous à quelque chose auquel il n'a pas été préparé. Il faut toujours prendre le temps d'en discuter. Et si c'est vraiment lié, par exemple, à des idéaux qui sont religieux, parce que des fois, il y a une dimension religieuse, des fois une dimension culturelle. Est-ce que cette culture-là, on est prêt aujourd'hui à l'épouser et à l'épouser jusqu'au bout? Parce qu'il ne faut pas prendre dans une culture ou dans une religion ce qui vous arrange. Et puis, voilà, se tailler la meilleure part du gâteau, faire les choses vraiment bien. Je pense que c'est ça que je recommande la plupart du temps au couple. Après plusieurs années de relation, on tombe souvent dans la monotonie. Comment raviver justement les flammes de l'amour? Plusieurs études sociologiques et plusieurs sexologues ont observé en fait comment les couples évoluent. Et on s'est rendu compte qu'en fait, l'amour a une durée de vie. Ah oui? Ah oui. En réalité, l'amour est quelque chose de chimique. On parle d'alchimie entre deux personnes. Donc, il y a une part d'hormones en fait dans l'amour quand il commence au départ. C'est vraiment un mix d'hormones qui vont faire qu'on se sent bien avec la personne, on a envie de la voir, on a envie de l'entendre. Donc, plusieurs hormones vont intervenir. Et ces hormones-là peuvent durer entre 1 jusqu'à 3 ans. OK? Donc, pour les moins chanceux, ça peut se passer juste en 1 an. Et peut-être parfois moins, parce que des fois, il y a moins de temps que ça. Et puis, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus chanceux et qui vont mettre plus de temps, jusqu'à 3 ans. Ce qui suppose qu'une relation, dans les 3 premières années, doit prendre les dispositions pour sa stabilité. Donc, qu'est-ce qui permet justement de stabiliser la relation et éviter d'en arriver à une rupture de stock de l'amour? Eh bien, c'est de recharger constamment les batteries. C'est-à-dire que oui, il y a une part d'hormones donc qui ne dépend pas de nous, mais on peut stimuler ces hormones-là à travers 5 choses. D'accord? Ces 5 choses-là, Gary Chapman nous en parle dans son ouvrage très célèbre, c'est un best-seller, les 5 langages de l'amour. Et ça va venir apporter le stimuli nécessaire pour permettre au couple de tenir dans la durée. Quel est donc ces stimuli-là? Premier stimuli, c'est les paroles valorisantes. Apprenez à valoriser votre partenaire. Dites-lui pas seulement de belles paroles, mais de bonnes paroles. Parce que de belles paroles, elles sont flatteuses. Mais de bonnes paroles, elles peuvent être flatteuses et vraies et positives. Encouragez votre partenaire quand il a bien fait. N'attendez pas quand ça se passe mal pour dire tout ce que vous pensez, comme si quand tout va bien, c'est normal. La deuxième chose importante, c'est les moments de qualité. Multipliez les moments de qualité. Les moments de qualité ne servent pas seulement à la drague. Ça ne sert pas seulement quand on courtise. Les moments de qualité devraient être une habitude que le couple développe parce que ça crée des souvenirs. Or, les souvenirs positifs vont venir raviver la flamme de l'amour. Vous savez, vous pouvez être là comme ça dans un instant d'égarement et puis vous pensez à un voyage que vous avez réalisé avec votre amoureux ou votre amoureuse. Vous voyez vos yeux pétillent là. Il me semble que vous vous souvenez de quelque chose. Ensuite, après les moments de qualité, c'est les services rendus. Apprenez à rendre des services à votre conjoint ou à votre conjointe sans même qu'il vous le demande ou sans qu'elle vous le demande. Ne laissez pas votre époux ou votre épouse se tuer à la tâche. Une étude a montré récemment que le taux de mortalité chez les hommes était très important et avait augmenté depuis quelques années. Pourquoi? Parce qu'ils avaient presque la charge de tout. Donc, psychologiquement, ils sont épuisés et c'est ça qui explique qu'il y a beaucoup plus de femmes veuves que d'hommes veufs. Donc, j'encourage en tout cas les couples à s'entraider. L'entraide est une valeur que les couples devraient cultiver. Et puis, on va aller vers un autre langage assez intéressant, assez important. Eh bien, c'est finalement les cadeaux. Ça n'est banal comme ça, mais c'est important. C'est de la Saint-Valentin. Exactement, et je crois que la Saint-Valentin est là pour rappeler l'importance des cadeaux dans un couple, mais ça ne devrait pas se limiter au mois de février. D'ailleurs, c'est le mois le plus court de l'année.
ça amène à réfléchir en fait et à comprendre qu'on devrait pouvoir en fait s'appuyer sur ce deuxième mois de l'année après la janviose, n'est-ce pas? Vient le mois de l'amour, mais c'est vraiment important de multiplier les petits cadeaux. Et les cadeaux, ce n'est pas l'importance de ce que vous offrez, c'est la valeur. Vous voyez, c'est la valeur de ce que vous offrez et il y a une grande différence. Vous pouvez offrir quelque chose qui coûte des millions et que ça peut ne pas avoir une valeur sentimentale. C'est la valeur sentimentale. Donc, la valeur sentimentale qui est rattachée à ce que vous offrez à la personne et ce que ça va représenter pour elle. Et ça part de petites choses. J'ai des témoignages, par exemple, de certains couples avec qui j'ai fait ce type d'accompagnement. Et puis, le truc de la femme, c'était une yomi. Quelque part, dans Cocody, il y a une dame qui fait ça, qu'elle aime bien. Et le fait pour le monsieur de penser à elle à ce moment-là, en rentrant du boulot le soir et en lui apportant ça, ça a une valeur pour elle. C'est banal, mais ça correspond à quelque chose qu'elle attend et ce cadeau-là veut dire « tu penses à moi ». Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et puis, le dernier point sur lequel tout le monde se rue, c'est le contact physique, les rapports sexuels, mais qui ne devrait pas être forcément le plus important, mais ça a sa valeur, ça a son importance. Des rapports de qualité, des rapports dans lesquels on s'investit, des rapports à travers lesquels on est en train de dire « je t'aime », parce qu'il faut faire vraiment la différence avec ça. Je dis très souvent que depuis que les rapports sexuels sont devenus faciles à trouver, l'amour est devenu difficile à retrouver. Donc, il faut faire une différence entre avoir du sexe et avoir un rapport sexuel. Voilà. Donc, faire l'amour, c'est utiliser le rapport sexuel comme un moyen non verbal pour traduire l'amour ou l'affection que l'on a pour une personne. Donc, du coup, dedans, il y aura de l'attention, il y aura de l'affection, il y aura de l'implication. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Donc, ces 5 secrets, si on les a, on peut avoir un couple qui se consolide et qui se perpétue. Donc, chaque 3 ans, normalement, c'est un peu comme si la dose finissait. Mais si vous êtes dans ce que je viens de vous expliquer, vous renouvelez constamment, en fait, les capacités de votre couple de durer indéfiniment. Voilà, vous fêterez, je ne sais pas combien de noces encore ensemble. Tout à fait. En tout cas, c'est passionnant, hein. Alors, l'amour idéal, ça existe? Oui, l'amour idéal existe, bien sûr. Bien sûr, maintenant, c'est quoi l'amour idéal? Qu'est-ce qu'on entend par amour idéal? Je pense que l'amour idéal, il est lié à la personne, il est lié au couple. En coaching matrimonial, on dit que le couple est une identité singulière. Aucun couple ne peut se ressembler parce que c'est 2 personnes uniques qui forment un tout unique également. Donc au final, mon couple idéal, c'est la somme finalement des concessions que j'accepte de faire. Mon couple idéal, c'est finalement les efforts que j'accepte de mettre en place pour créer un cadre dans lequel il y a de l'harmonie, il y a du respect, il y a de l'amour et il y a de l'envie de continuer. Ça va être le couple idéal. Le couple idéal ne devrait jamais ressembler au couple du voisin parce que l'herbe paraît toujours verte ailleurs. Alors qu'il faut peut-être simplement arroser votre jardin pour obtenir quelque chose de bien plus vert. Donc voilà, il faut faire attention aussi aux clichés parce que beaucoup de personnes affichent une apparente joie, satisfaction et à l'intérieur, c'est compliqué. À l'intérieur, c'est autre chose. Donc, il faut faire très attention à ne pas idéaliser le couple des autres. Il faut mettre dans votre couple les efforts qu'il faut, les sacrifices qu'il faut, le temps qu'il faut, les investissements qu'il faut pour qu'ils finissent par ressembler vraiment à ce couple-là dont vous rêvez. Voilà. C'est pour moi ça ce qu'on peut appeler le couple idéal. Ouais. En tout cas, vraiment, merci Jean-François. Mais et toi-même alors? Ouais. Est-ce que justement, avec tout ce que tu connais, tu arrives dans ta relation à vraiment faire ressortir tout ça? 16 ans maintenant, 16 ans maintenant que je suis marié. Bon, si je dis, on dira que c'est moi qui dis. On peut faire une interview cachée avec elle. Parfois, on dit les cordonniers, le cordonnier est le plus mal chaussé. Non, mais je peux te dire, elle est la femme la plus heureuse du monde. Pas parce que je suis coach, mais parce qu'en fait, à la vérité, j'ai compris une chose, c'est qu'il y a une part de ce que l'on veut être, il y a une part de ce que l'on veut vivre qui se cache en fait dans la personne que l'on a avec nous. Une femme heureuse, une femme épanouie, c'est un homme qui a un champ libre en fait au final pour réaliser des choses extraordinaires. Et je crois que si on n'est pas prêt pour ça, on n'embête pas quelqu'un.
si on n'est pas prêt pour s'investir, pour donner le meilleur de soi. Moi, j'ai compris très tôt que aimer une personne, c'est au final se poser l'action de savoir qu'est-ce que je peux investir pour le bonheur de la personne. C'est ça. Être en couple, ce n'est pas recevoir. Être en couple, c'est donner. Donc, il faut se poser les questions sur ce qu'on a parce qu'on ne peut que donner ce qu'on a. Donc, si vous n'avez rien à donner, je pense qu'il faut prendre du temps pour vous construire. Vous construire émotionnellement, vous construire physiquement, vous construire psychologiquement, vous construire mentalement et vous construire peut-être matériellement parce que tous ces éléments-là vont vous aider vraiment à être un partenaire idéal. Il faut être une personne avec qui on a envie d'être. Voilà, et je pense que c'est à ça aussi qu'on travaille au quotidien. On n'est peut-être pas parfait, mais on essaie de faire notre part. En tout cas, merci. Ce fut un plaisir et une très bonne interview. Ouais. Et comme j'ai dit, j'ai beaucoup appris moi-même. Hein. Mais bon, comme je suis contente quand même, je fais beaucoup des choses. Bon, donc, on passe au petit cadeau. Donc, on le fait pour les femmes, hein, donc on ne peut pas déroger à la règle. Ah, d'accord. Voilà. Bon, j'espère que les cadeaux à l'intérieur ne sont pas des cadeaux de femmes. Non, quand même pas. Ah, d'accord. Sinon, okay. Bon, à la limite, j'aurais pu donner à ton époux. Exactement. Mais bon, c'est pas ça, c'est pour l'inviter. Donc, et en fait, on profite pour faire la promotion des entrepreneurs. Donc là, en fait, c'est un jeune homme qui est designer, Habib Kouka. Donc voilà, je te donne, tu peux regarder. C'est une... ça nous a changé, hein, trouver des cadeaux d'hommes. Je fais toujours ça. Chaque fois que je reçois un cadeau, je le déballe tout de suite. Comme ça, après, on est sûr que… Voilà. Ah, c'est joli. Et en plus, c'est dans les couleurs. Voilà, exactement. C'est très, très beau, ça. Voilà. Donc, on espère que tu vas porter ça. Et bien sûr. Voilà. Bien sûr. Dès que l'occasion se présente. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, on t'a pris autre chose. On ne peut pas te donner un seul cadeau. Hein. Et ce cadeau, c'est Jean-Marc Moularé. Donc, tu peux ouvrir. Tu pourras porter ça en relax avec madame. Oh là là, voilà, c'est joli ça. Pantoufles à mettre. Voilà, on espère que la taille c'est la bonne. Hein. Ouais. Sinon, bon après. J'espère quand c'est joli, je lâche plus. Hein. Même s'il me faut mettre des grosses paires de chaussettes, oui, je les mettrai. C'est très joli ça. Non, mais ça va rentrer. Donc on t'a mis voilà le nom. Wow. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci pour ton temps, pour ta patience et puis merci beaucoup. Ben, en tout cas, merci beaucoup à toi et à toute l'équipe. Et puis, au plaisir en tout cas d'avoir participé à cette interview. Et puis, en espérant qu'on ait beaucoup de suites et de réactions par rapport à cela. Parce que le but, finalement, c'est d'aider les personnes à vivre une vie plus excellente. Tout à fait, tout à fait. Merci à toutes et à toutes. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Afrique Femme.